19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Ouverture ce lundi du sommet des Nations Unies avec comme premier axe le développement durable. Antonio Guterres et de nombreux dirigeants mondiaux se réunissent à l'ombre de tensions géopolitiques mondiales pour évoquer une liste d'objectifs à atteindre. En visite à New York depuis 2 jours, le président Abdelmadjid Tebboune a eu des entretiens avec ses homologues iraniens, ghanéens, helvètes et palestiniens. Une semaine après la catastrophe qui a touché la Libye, les craintes d'une crise épidémique due à l'insalubrité des eaux poussent le gouvernement à lancer une campagne d'assainissement. Échange de prisonniers entre Téhéran et Washington, les détenus ont atterri à Doha cet après-midi. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, ouverture donc ce lundi du sommet des Nations Unies sur les objectifs de développement durable. Antonio Guterres et de nombreux dirigeants mondiaux se réunissent à l'ombre des tensions géopolitiques pour évoquer une liste d'objectifs à atteindre. Antonio Guterres qui a plaidé en faveur d'une réduction de la facture numérique en soutenant la formation, l'éducation et l'emploi. Nous devons bâtir de véritables sociétés apprenantes, ancrées dans une éducation de qualité et notamment sur la formation continue dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, réduisant la fracture numérique et soutenant les enseignants à chaque étape. Chaque personne a besoin d'un travail décent et d'une protection sociale. Grâce à la collaboration avec les gouvernements et le secteur privé, notre accélérateur mondial pour l'emploi et la protection sociale pour des transitions justes vise à créer 400 millions de nouveaux emplois décents, en particulier dans l'économie verte, les services à la personne et l'économie numérique, ainsi qu'à étendre la protection sociale à plus de 4 milliards de personnes. Et Abdelmadjid Tebboune poursuit justement sa visite à New York où il doit participer dès demain aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. À la veille de cet événement, le président algérien a reçu ce lundi donc à sa résidence le président iranien Brahim Raïssi. Le président Tebboune s'est également entretenu avec son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. Les deux parties ont abordé les relations bilatérales. Et enfin, c'était au tour du président de la Confédération helvétique, Alain Berset, de s'entretenir avec Abdelmadjid Tebboune. Les deux dirigeants ont évoqué les relations bilatérales entre l'Algérie et la Confédération helvétique ainsi que les moyens de les renforcer. Et puis sachez que dimanche, le président Tebboune a reçu à sa résidence son homologue palestinien Mahmoud Abbas, qui n'a pas manqué de saluer les positions historiques et constantes de l'Algérie à l'égard de la question palestinienne. J'ai été très honoré de rencontrer le président Abdelmadjid Tebboune. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. Nous avons eu l'occasion de se voir dans le passé. Nous avons abordé plusieurs dossiers, en particulier le dossier palestinien. Nous connaissons parfaitement la position historique de l'Algérie concernant la question palestinienne. Le pays n'a jamais cessé son soutien inconditionnel à la cause. L'Algérie a toujours été aux côtés du peuple palestinien et a toujours fait en sorte de nous apporter toute son aide, sans même avoir besoin de la demander. Dans l'actualité également, les Libyens pleurent leur mort emportés par les inondations qui ont touché le pays il y a maintenant une semaine. Le bilan catastrophique à Darna pourrait atteindre les 20 000 victimes selon les autorités locales.
Et les secouristes, eux, sont toujours à pied d'œuvre. La protection civile algérienne leur vient en aide. À ce jour, 72 corps sans vie ont été retirés dans la ville de Darna, 47 rien que la journée de dimanche. La ville de Darna, d'où nous viennent ces images montrant l'étendue des dégâts, des immeubles entiers ont été emportés par les crues, des voitures ensevelies et des ponts littéralement coupés. Les secouristes tentent d'avancer au milieu des gravats pour retrouver les cadavres, mais leur tâche est sérieusement compromise par l'importante quantité de boue. Et une semaine après cette catastrophe naturelle, les craintes d'une crise épidémique due à l'insalubrité des eaux a poussé le gouvernement à lancer une campagne d'assainissement. Naliman Zekar. Des hommes vêtus de combinaisons blanches à chaque coin de rue, avec des allures de pandémie, la ville de Darna, dévastée par la tempête Daniel, se retrouve remplie de travailleurs couverts de la tête aux pieds, aspergeant les ruelles de produits désinfectants. Dans le cadre d'une campagne organisée par le gouvernement libyen, ils s'activent afin d'éviter la propagation de maladies. La campagne se poursuit depuis 6 jours maintenant. Depuis le début de la catastrophe, nous désinfectons les rues, les mosquées, les abris où logent les personnes déplacées, les réfrigérateurs mortuaires, les rues dévastées et les corps avec des matériaux sains. Nous avons également visité des quartiers intacts et les avons désinfectés. Une semaine après les inondations meurtrières qui ont frappé l'est de la Libye, les équipes de secouristes continuent leurs recherches. Des corps gisent sous les décombres des immeubles et la mer continue à recracher les cadavres des habitants emportés par les flots. À présent, une seconde crise humanitaire menace la région. Alors que l'odeur des cadavres commence à se répandre sur la ville, l'alerte aux épidémies est lancée. Nous craignons 2 choses, la propagation de maladies causées par des insectes qui peuvent répandre le paludisme, le choléra et d'autres maladies si nous ne les traitons pas dès le début. Jusqu'à présent, la situation est stable et sous contrôle, Dieu merci. Mais nous devons organiser des campagnes avec toute entreprise qui en est capable. Toute entreprise qui le peut devrait venir à Darna et travailler là-dessus. Dans ces conditions, la question de l'accès à l'eau potable est extrêmement sensible. L'eau des puits est jugée impropre à la consommation par la Compagnie Générale d'Eau et d'Assainissement, appelant les habitants à trouver des alternatives à leurs approvisionnements habituels. Bien que la situation actuelle soit stable et sous contrôle, la crainte de propagation de maladies, en particulier hydriques, persiste dans ce paysage chaotique. En Libye, toujours 5 membres d'une équipe de secours grec ont été tués dans un accident de la route peu après leur arrivée hier pour participer aux opérations de sauvetage. 3 membres d'une famille libyenne à bord de la voiture entrée en collision avec le véhicule de l'équipe grecque ont également été tués et 2 autres grièvement blessés. Au Soudan, les affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide continuent d'aggraver la situation humanitaire déjà catastrophique. Le pays compte le plus grand nombre de personnes déplacées, selon un récent rapport de l'ONG internationale Save the Children, Nelaït Hamouda. 2 millions d'enfants, dans leur majorité en bas âge. Nous sommes ici dans le camp de Hantoub, dans l'état d'El Jazira, dans le centre-est du Soudan. Ici, comme dans des dizaines d'autres structures équivalentes, les mineurs représentent la majorité des personnes déplacées. Une situation qui aggrave les conditions humanitaires déjà désastreuses dans le pays. Nous vivons dans ce camp depuis mai et nous ne savons pas quand nous rentrerons chez nous. L'avenir est indéfini pour nous et pour nos enfants qui paient le prix de cette guerre. La situation est vraiment mauvaise et nous souffrons beaucoup. Selon un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations, le conflit au Soudan a forcé environ 3,3 millions d'enfants à fuir à travers le pays, soit plus du double des 3,2 millions de personnes déplacées avant la guerre qui a éclaté à la mi-avril. Des statistiques effroyables qui font dire aux responsables de l'UNICEF que c'est une génération qui est en jeu. Le nombre effrayant d'enfants déplacés est alarmant.
Cela ouvre la voie à de nombreux problèmes tels que la traite des enfants et leur utilisation dans des activités criminelles. Leur protection est nécessaire pour prévenir les pires impacts du conflit. Le conflit militaire entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide est entré dans son 6e mois. Tous les voyants sont au rouge. Des maladies comme le choléra, le paludisme, la fièvre et la malnutrition menacent des millions d'enfants. On craint que les conditions ne s'aggravent encore à mesure que les combats se poursuivent. On reste sur le continent au Libéria. Des milliers de personnes se sont rassemblées hier à Monrovia, la capitale, alors que le chef de l'opposition, Joseph Boakai, a lancé sa campagne avant les élections d'octobre qui mettront à l'épreuve la popularité de l'ex-star du football, le président George Weah, après un premier mandat controversé. Les difficultés, la drogue qui règne dans notre pays. Je veux dire, il y a tellement de choses qui se passent dans notre pays. Donc, nous avons besoin de changement. Le pays a régressé. Le Libéria que nous connaissions n'est plus le Libéria d'aujourd'hui. Lorsque nous changerons le régime actuel de George Weah, nous verrons beaucoup d'améliorations. Il y aura un système normal. Nous ne verrons plus jamais l'importation de drogue dans ce pays qui tue notre jeunesse. Le président Weah est incapable de faire ce qu'il a promis de faire. Pour cette raison, le peuple libérien a décidé de lui retirer le pouvoir. Il n'est pas apte. Puis je vous le disais en titre, un avion qatari transportant 5 Américains détenus en Iran a atterri à Doha cet après-midi. Ces ressortissants américains ont pu quitter l'Iran à la faveur d'un accord d'échange de prisonniers entre Téhéran et Washington négocié durant plusieurs mois. En retour, 5 détenus iraniens retenus aux États-Unis ont également été libérés, tandis que 6 milliards de dollars d'avoirs iraniens issus de la vente d'hydrocarbures gelés en raison de sanctions américaines seront débloqués. Moscou et Kiev s'affrontent à partir de ce lundi à la Cour internationale de justice dans une procédure lancée par l'Ukraine qui accuse la Russie d'avoir utilisé à tort des allégations de génocide pour justifier son opération militaire lancée en 2022. L'un des représentants de Moscou a reproché à Kiev de ne pas pouvoir être plus éloigné de la vérité en prétendant que la Russie a invoqué la Convention des Nations Unies sur le génocide comme raison pour lancer sa guerre contre son voisin ukrainien. L'Ukraine n'accuse pas la Russie d'avoir commis un génocide. L'Ukraine n'accuse pas non plus la Russie de ne pas avoir prévenu ou puni le génocide. Au contraire, l'Ukraine insiste sur le fait qu'aucun génocide n'a eu lieu. Cela devrait suffire à rejeter l'affaire, car selon le tribunal, selon la jurisprudence, s'il n'y a pas eu de génocide, il ne peut y avoir de violence de la Convention sur le génocide. La position juridique de l'Ukraine est désespérément erronée et en contradiction avec les jurisprudences de longue date de ce tribunal. L'Ukraine soutient que la Russie a violé les articles 1 et 4 de la Convention sur le génocide, mais il est évident pour tous et tout simplement indéniable que cette affaire ne porte pas sur la question de savoir si la Russie a omis de prévenir ou de punir le génocide, contrairement à ses obligations en vertu de la Convention. La Chine se dit fortement mécontente des propos de la chef de la diplomatie allemande qui a qualifié le président chinois Xi Jinping de dictateur. Pékin qui estime qu'il s'agit là d'une provocation politique ouverte. Annalena Baerbock a fait ses remarques lors d'une interview en direct avec la chaîne de télévision Fox News la semaine dernière alors qu'elle était interrogée sur le conflit russo-ukrainien. La Chine est fortement mécontente des remarques pertinentes faites par l'Allemagne et s'y oppose fermement. Les remarques faites par l'Allemagne sont extrêmement absurdes et portent gravement atteinte à la dignité politique de la Chine. Elles constituent une provocation politique ouverte. La Chine a fait des représentations solennelles auprès de l'Allemagne par la voie diplomatique. Et il est à rappeler ce soir que l'ambassadrice allemande à Pékin a été convoquée par le ministère chinois des Affaires étrangères.
Le malheur des uns fait le bonheur des autres, alors que l'offre mondiale de riz se contracte suite à l'interdiction d'exploitation imposée par l'Inde. Les producteurs thaïlandais de riz se précipitent pour augmenter la production de cette récolte afin de profiter de la hausse des prix mondiaux. Amala Mediane Zitouni. Il y a deux principales saisons de plantation de riz au cours d'une année en Thaïlande. Au milieu de l'année, les agriculteurs s'abstiennent de planter pour économiser l'eau. Cependant, quelques-uns ont réussi à insérer un troisième cycle de plantation. Objectif, augmenter la production de cette récolte afin de profiter de la hausse des prix mondiaux, malgré les restrictions sur les importations du riz thaïlandais en provenance d'Inde. En ce moment, je rêve d'obtenir entre 10 000 et 20 000 bahts la tonne de riz parce que l'Inde a arrêté d'exporter. Et les gens disent que le Cambodge ou le Vietnam pourraient emboîter le pas, c'est pourquoi nous devons prendre les devants. Les précipitations dont dépendent fortement les riziculteurs ont été inférieures de 18% cette année au niveau habituel en raison de l'impact du phénomène climatique El Niño. Au moment où l'indice des prix du riz a enregistré une augmentation de 9,8% en août 2023. J'ai peur de ne pas avoir assez d'eau, de plus il n'y a pas de pluie. Normalement maintenant l'eau devrait être abondante en raison des fortes pluies, mais il n'y a pas eu de pluie pendant une longue période. Il n'y a eu qu'une heure de pluie environ depuis mon retour de Bangkok. Le gouvernement thaïlandais a recommandé de limiter la culture supplémentaire du riz cette année afin de préserver les ressources en eau. Cela n'empêche pas les riziculteurs à utiliser des pratiques illégales et moins coûteuses pour pallier à leurs difficultés financières au moment où la majorité croule sous les crédits bancaires. Et du sport avant de clore cette édition, plus de 30 pays ont participé pendant 10 jours au 50e championnat du monde de pétanque organisé sur les boulodromes de Cotonou au Bénin. C'est la première fois qu'une Coupe du Monde est organisée en Afrique de l'Ouest et le pays hôte a été sacré en doublette mixte. Salah Faisal. Un phénomène populaire, les Béninois respirent la pétanque, une discipline pratiquée dans la rue et dans les boulodromes, par les enfants, les adultes, les amateurs, les pros et les personnes âgées. Je pense que la pétanque est le seul sport qui peut favoriser toute la couche sociale et mettre tout le monde à l'aise, qu'il n'y ait pas de barrière sociale, parce que dans tous les quartiers, dans toutes les rues, vous allez voir les gens qui jouent à la pétanque, les papis, 80 ans, ça joue à la pétanque. Cette fois-ci, l'excitation a été à son comble. Après avoir raté l'or en 2016 à Madagascar, le rendez-vous mondial s'est tenu à domicile, à Cotonou, à la place de l'Amazon, du 8 au 17 septembre. La 50e édition des championnats du monde s'est déroulée sur les 26 terrains, dont 2 carrés d'honneur pour les compétitions individuelles, doublette féminine et masculine, la doublette mixte, la triplette masculine et le tir de précision. Oui, dans le détail, c'est magnifique. Vous avez les bastingues, les arrêts de boules sont peints aux couleurs du Bénin, les carrés sont magnifiques. De tribunes de 2000 places comme ça installées en plein air, il y a vraiment des choses extraordinaires. Et en aussi peu de temps, c'est formidable. Une ambiance folle et unique. 37 nations ont pris part au tournoi, une concurrence rude qui demande beaucoup de concentration et de talent. Les yeux fixés sur une petite boule en bois pour envoyer une boule d'acier chasser une autre sur le sol des Amazones à Cotonou. L'édition 2023 s'est achevée ce 17 septembre avec une médaille d'or pour le Bénin en doublette mixte, signée Laïma Sambo, Marcel Gbetable. Les boulistes béninois continueront de jouer et d'aimer ce sport. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. Très bonne soirée et à demain.